Comment se lancer en freelance, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Le freelancing, ça attire pas mal de personnes, mais souvent on ne sait pas par quoi commencer, on n'a pas envie de se planter en faisant des erreurs, on ne sait pas toujours dans quel ordre faire les choses, c'est peut-être ton cas aujourd'hui. Je vais tout expliquer dans cette vidéo, je vais te donner 7 étapes bien précises à suivre pour lancer ton activité en toute sérénité. Moi, ça fait des années que je forme et que j'accompagne des indépendants, donc j'ai un plan d'action bien spécifique à te donner pour réussir au mieux ton activité d'indépendant. Je vais tout te montrer dans un instant directement sur mon écran, mais juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir tout simplement, pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, j'ai des tonnes de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat. Je parle beaucoup de freelancing, de comment développer son activité, donc ça devrait te plaire. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux aller encore plus loin, si tu veux développer ton business rapidement, j'ai ce que j'appelle des emails secrets, tu as le lien d'inscription en description, et en t'inscrivant, c'est très simple, tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients, pour facturer plus cher, pour voilà, simplement être plus productif, plus efficace, pour être plus libre. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle à ces emails secrets. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets, c'est pour les freelances, mais aussi les coachs, consultants, bref, pour tous ceux qui vendent leurs services de manière générale. Donc si tu es ambitieux, si tu as envie de cartonner, si tu as envie de faire partie du top 1% des indépendants qui réussissent le mieux, c'est vraiment là que ça se passe. Clique sur le lien en description. Ceci étant dit, la toute première étape à suivre, pour moi, c'est de regarder déjà ce que les gens proposent, pour savoir quoi vendre ensuite. L'idée, c'est d'identifier quel problème régler. C'est la toute première chose, ne crée pas ton site internet, ne lance pas encore les démarches administratives, etc. Pour moi, la toute première chose à faire, alors même que tu es encore salarié, c'est de regarder ce que d'autres personnes, d'autres prestataires proposent. En gros, l'idée, c'est de ne surtout pas chercher l'idée de génie, tu sais, parfois on se dit, si je lance mon activité, il faut absolument que je trouve le truc que personne ne fait, etc. Très mauvaise idée, ce qu'il faut faire, c'est identifier une offre. Et en général, quand il y a une offre de service, c'est qu'il y a une demande. Et donc, tu vas pouvoir rentabiliser tout ça. Donc, le mieux, c'est d'aller sur des plateformes de freelancing, du style Malte, etc. Non pas pour t'inscrire et y chercher des clients, mais pour faire une espèce d'étude de marché. L'erreur, en fait, c'est de plaquer ton job actuel, le job que tu as aujourd'hui en tant que salarié, sur le freelancing. En fait, si aujourd'hui, tu as un job, ça ne veut pas dire pour autant que tu peux vendre exactement les compétences que tu as en tant que freelance. Parfois, quand on fait ça, on peut intéresser des intermédiaires comme des agences, des ESN, des cabinets de conseil aussi, parce que ces structures-là sont conscientes que tu as des compétences intéressantes pour leurs clients, mais il ne faut surtout pas se dire que ton job en tant que tel aujourd'hui peut être facilement plaqué à du freelancing. Je vais te donner un exemple très concret. Si tu es chef de projet en agence de publicité, par exemple, ne va pas te vendre en tant que chef de projet freelance parce que cet intitulé de poste, de job, il est, ce sont les agences, etc., qui sont conscientes de ce que c'est, de la valeur que ça peut apporter. Ce sont des boîtes qui maîtrisent tout un process et qui savent qu'elles ont besoin d'un chef de projet, par exemple, mais du coup, tu vas être plafonné au niveau de tes revenus, etc. L'idéal, c'est vraiment de pouvoir bosser avec des clients en direct. Donc, il faut il faut pas uniquement prendre tes compétences actuelles et les plaquer sur le marché, il faut repackager ça. Donc, c'est ultra important d'aller sur des plateformes de freelancing, de regarder des gens qui ont les mêmes compétences que toi et regarder ce qu'ils font, ce qu'ils proposent pour pouvoir ensuite répliquer si tu veux la même chose. Donc l'idéal c'est d'être spécialisé, d'être niché, de vraiment, tu vois, par exemple si j'étais chef de projet, bon, c'est un exemple vraiment comme ça, mais regarde les compétences que tu as et est-ce que tu as bossé dans un type de secteur bien précis, avec un type de boîte bien précis. Voilà, l'idéal quand on est freelance et qu'on démarre, c'est d'être spécialisé, d'être niché, parce que ça facilite grandement le travail pour trouver des clients par la suite. Il y a pas mal de gens qui ont peur parce qu'ils se disent ouais mais j'ai pas envie de faire ça toute ma vie, etc. Sache que ça n'est pas un choix définitif, c'est pas parce que tu te spécialises là maintenant que tu vas devoir faire ça toute ta vie. Moi j'ai changé de spécialisation au fur et à mesure du temps et c'est ce qui va t'ouvrir des portes. Souvent on me dit ouais mais j'ai pas envie de me fermer des portes en me spécialisant et tout. C'est tout l'inverse. Les gens qui me disent ça souvent ce sont des gens qui n'arrivent justement pas à ouvrir des portes. C'est ce qui va t'ouvrir des portes, d'être spécialisé, d'être niché, parce que les clients veulent que tu règles leurs problèmes et ils ont besoin de quelqu'un qui connaît leurs problèmes, leur situation et tout. Donc c'est en étant spécialisé que tu peux faire ça. Tu peux être généraliste au tout début, si tu le souhaites, si vraiment ça te rassure et pour explorer un petit peu, mais il faut sortir de cette logique au plus vite. C'est un truc que je vois depuis des années, c'est une énorme erreur qui est commise par énormément d'indépendants. Donc l'idéal, c'est de régler un problème qui est
urgent, douloureux et reconnu aussi par ta cible. Donc ça, c'est vraiment la base. C'est-à-dire qu'il faut identifier un service à vendre, et pour identifier ce service à vendre, tu fais cette étude de marché, tu regardes ce que font les gens dans ton domaine ou les gens qui ont la même compétence que toi, quel problème ils règlent, et est-ce que ce problème est bien urgent, douloureux et reconnu par les prospects. Et de cette manière-là, tu vas pouvoir par la suite trouver des clients bien plus facilement. Mais c'est la toute première étape. Il faut vraiment pas te dire, voilà, je vais juste me lancer sur le marché. Par exemple, moi, tu vois, quand j'étais salarié, donc j'étais concepteur-rédacteur en agence de publicité. J'étais payé à trouver des idées pour des marques. Et en fait, si je proposais directement, si je me présentais comme concepteur-rédacteur en tant que freelance, ça n'allait intéresser que des agences. Et moi, je voulais pas être plafonné au niveau de mes revenus. Donc j'ai fait un petit switch, je me suis présenté comme community manager freelance parce que c'était un terme qui était beaucoup plus reconnu par la majorité des boîtes. Tu vois, il y a beaucoup de boîtes qui ont besoin d'un community manager pour pouvoir gérer leur réseau, être plus visible, etc. Donc c'est ce qui m'a permis de me lancer. Mais si je m'étais présenté comme concepteur-rédacteur, ça aurait parlé vraiment qu'à des intermédiaires, donc à des agences. Donc ça, c'est la toute première étape et qui est vraiment sous-estimé par énormément de freelance. Donc fais bien gaffe à appliquer ces conseils. Deuxième étape, forme-toi si nécessaire pour combler le gap de compétences. En fait, voilà, si tu as fait une analyse et que tu t'es rendu compte que c'était mieux de vendre tel service mais que tu n'as pas toutes les compétences nécessaires, il faut combler le gap de compétences, te former. L'idée, c'est d'identifier des personnes sérieuses pour améliorer tes compétences. Attention aux arnaques, tu as plein de gens qui te promettent un gain financier précis, genre gagne 10 000 euros en 3 mois ou je ne sais quoi. C'est vraiment pas de ça dont il s'agit. L'idée, c'est vraiment de trouver des personnes qui peuvent te former, qui sont sérieuses et tout. Il faut vraiment faire très attention aux arnaques. Attention quand même, l'idée, c'est pas d'attendre ad vitam aeternam d'être un expert. Il faut bien comprendre que l'auto-formation est continue quand on est indépendant. Ça fait partie du process. Tu vois, à l'école, on nous apprend que on se forme, on chope notre diplôme et après on peut travailler. En réalité, quand on est indépendant, on doit sans arrêt se former. C'est pour ça moi que je crée sans arrêt des formations en marketing parce que les gens ont besoin de se former, les indépendants ont besoin de se former pour se développer, pour être en phase avec le marché, etc. Donc n'attends pas, il faut combler ce gap de compétences, mais n'attends pas d'être, tu vois, n'aie pas le syndrome de l'imposteur. Il faut pas attendre que tout soit parfait pour se lancer parce que sinon on ne se lance jamais. On n'a jamais 100% des compétences. Il faut aussi se former en pratiquant. Donc attends juste d'avoir les compétences minimum requises pour pouvoir vendre tes services, mais ne passe pas des années à te former. Dans ton coin, c'est une grosse erreur de faire ça. Donc n'attends pas d'être expert. Troisième étape, on est à la troisième, il faut développer ton portfolio ou créer des case studies. En fait, il faut appuyer sur tes compétences, sur ce que tu sais faire. Il faut avoir quelque chose avant d'aller chercher des clients et tout pour prouver que tu maîtrises ton sujet. Soit tu te bases sur ce que tu as accompli en tant que salarié. Attention quand même au contrat de confidentialité. Faut que tu regardes dans ton contrat en tant que salarié si tu as le droit de parler de tel ou tel projet sur lesquels tu as bossé en tant que salarié, ou alors tu crées des projets fictifs. C'est un truc que tu peux faire dans certains cas. Par exemple, si tu es graphiste, tu peux tout à fait t'amuser à faire des projets fictifs dans ton coin. Alors, pour te créer un portfolio que tu vas pouvoir utiliser ensuite pour convaincre des clients. Attention, quand tu fais des projets fictifs, ne fais pas semblant que ce sont de vrais projets. Tu écris bien création démo, logo démo, enfin, tu montres bien que c'est une démonstration, enfin, que c'est un projet fictif, c'est juste quelque chose pour montrer ce que tu sais faire. Ou alors, tu peux aussi proposer tes services gratuitement plus tard en échange de témoignages, etc. Tu peux faire ça en parallèle de ton job. Tu peux proposer à des clients tes services en échange d'un témoignage, tu bosses gratos, juste le temps d'avoir soit un case study, soit des créations si tu as un métier créatif dans ton portfolio, soit tu as un témoignage vidéo ou écrit, peu importe. Mais attention quand tu fais ça au contrat d'exclusivité. Si tu es salarié, il faut faire gaffe à ce que ton employeur accepte de faire ça. Bon, il y a pas mal de gens qui font ça un peu en sous-marin, qui se cachent un petit peu et qui le font sans le dire à leur employeur, mais je t'invite à faire très attention à ça. Attention au risque, mais voilà, reste dans les clous, c'est quand même beaucoup mieux. Donc l'idée c'est de développer ton portfolio, soit tu te bases sur ton expérience, soit tu crées des projets fictifs, soit tu te lances sans portfolio, mais tu proposes tes services gratuitement au début en échange de témoignages, etc. C'est un truc qui est tout à fait possible. Donc il y a différents cas de figure possibles. Ensuite, c'est uniquement à partir de là, il me semble qu'on est à la 4e étape, que tu entames les démarches administratives. Renseigne-toi sur le meilleur statut pour toi. En France, par exemple, souvent c'est la micro-entreprise pour beaucoup de prestations intellectuelles qui est recommandée, mais il y a des exceptions. Donc renseigne-toi là-dessus. Il y a plein de sites qui sont spécialisés sur
sujet-là, tu vas vite trouver les bonnes informations pour ça, c'est vraiment pas compliqué. Crée ensuite ta société, ouvre ton compte en banque dédié à ton activité, j'ai mis dédié, mais c'est bien dédié, et tu as certaines boîtes qui sont spécialisées dans l'aide des freelances et qui peuvent tout faire pour toi, donc vraiment là-dessus, pas de panique, juste renseigne-toi sur les bonnes boîtes, il y en a tout un tas qui à la fois peuvent te créer ton compte en banque, t'aider à créer ta société, etc. Attention, ne quitte pas ton job sans matelas de sécurité. Pour moi, il faut faire en sorte d'avoir au moins 6 mois de côté pour pouvoir développer son activité en toute sérénité. C'est une erreur de quitter son job sans avoir d'argent de côté et tout, parce que tu peux passer du temps sans client, donc il faut faire très attention à ça. Mets de côté d'abord, et ensuite tu pourras te lancer. Si tu veux proposer tes services en parallèle de ton job, vérifie si c'est possible dans ton contrat. Je l'ai un peu évoqué précédemment, mais fais très très attention à ça. Mais le mieux, c'est de rester dans son job, de bosser en parallèle le week-end, en fin de journée, etc., de se constituer ce matelas de sécurité avant de quitter complètement son job. C'est vraiment important, c'est un truc que j'ai compris avec le temps, parce que j'ai vu des gens faire de grosses erreurs par rapport à ça. C'est moi-même quelque chose que j'ai fait. Je me suis lancé avec un matelas de sécurité. Je me suis pas lancé du jour au lendemain comme ça, sans rien. C'était voilà. Et bon. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai eu un peu de chance parce que c'était une fin de CDD, donc j'ai pu avoir un joli chèque en sortant, et ça m'a permis de vivre un petit temps comme ça. Mais fais très très attention à ne pas te retrouver sans rien. Alors, il me semble je ne sais plus à quelle étape on est. Mais l'étape d'après, c'est de créer une organisation en béton. Tu vois, tu as lancé les démarches administratives. Là, il faut que tu bosses sur ton organisation, parce que l'organisation, c'est la clé quand on est indépendant. Être freelance, c'est savoir s'organiser, se discipliner. Il ne faut pas gérer son planning n'importe comment. Identifie les tâches pour toi. Impératives, celles qui sont importantes pour toi, et celles qui sont accessoires. Et supprime l'accessoire. Je dis ça parce qu'il y a énormément de personnes qui ne gèrent pas bien leur planning et qui ont du mal, du coup, quand elles sont freelance derrière. Aujourd'hui, il y a tout un tas de choses que tu fais au quotidien. Essaye de voir qu'est-ce qui est impératif, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ensuite, identifie les moments où tu es le plus productif ou la plus productive. Crée ensuite des blocs de temps dédiés à chaque tâche. Par exemple, ton job, si tu es salarié, voilà combien de temps ça te prend dans la journée. Et ensuite, tu vas avoir tout un tas de tâches en tant que freelance, des tâches créatives, des tâches mécaniques, des tâches marketing. C'est le plus important au début d'ailleurs, pour pouvoir trouver des clients. Et tu as le travail aussi pour tes clients. Donc, il y a différents blocs de temps que tu vas devoir placer dans ton agenda. Donc, crée des blocs de temps dédiés à chaque tâche. Crée-toi un planning hebdomadaire que tu respecteras toujours. Et l'idéal, alors, il faut savoir que tu vas optimiser ça. Le mieux, c'est de faire une semaine de test et d'ajuster si nécessaire au fur et à mesure. Tu vois, moi, le planning que j'ai aujourd'hui, c'est un long processus, c'est un processus itératif. Il y a des semaines, j'ai fait des tests en plaçant telle tâche à tel moment et tout. Je me suis rendu compte que ça allait pas. Et aujourd'hui, j'ai l'organisation parfaite pour moi, mais c'est fruit de différents tests, de plantage, d'erreurs, etc. Donc, il faut que tu bosses sur ton organisation avant de passer sur la suite. Et tu vas voir que tu as différentes tâches qui vont aussi apparaître, tu en as d'autres qui vont disparaître. Donc, l'idéal, là, c'est d'être plus, soit un peu dans la théorie en te disant, voilà, je vais avoir des tâches où je vais devoir notamment créer du contenu. On va en reparler, des tâches un peu plus mécaniques où je vais devoir programmer mes posts, par exemple. Bon, je te parle beaucoup de marketing, mais il n'y a pas que ça, mais c'est juste pour l'exemple. Je vais aussi devoir prospecter, je vais bosser pour mes clients, etc. Donc, essaye de te créer des blocs de temps dans ton agenda qui sont sacrés, hein, ces blocs de temps. Il ne faut surtout pas faire de multitasking, de multitâches, parce que c'est vraiment l'enfer de faire ça. Tu vas pas réussir à tenir le rythme si tu fais ça, mais crée des blocs de temps, crée-toi un planning hebdomadaire ensuite que tu graves dans le marbre, et au final, tu ajustes au fur et à mesure jusqu'à ce que ce soit parfait. Une fois que tu as fait ça, on va enfin contacter des prospects, donc des clients potentiels. Identifie pour ça le meilleur canal. Ça peut être LinkedIn, si tu vends tes services à des professionnels, par exemple. Moi, j'aborde beaucoup le sujet de LinkedIn sur ma chaîne, je t'invite à regarder ça. Ça peut être l'emailing, tu peux envoyer des emails aussi, potentiellement. Mais si c'est sur un réseau que se trouvent tes prospects comme LinkedIn, l'idée c'est d'optimiser ton profil. D'abord, j'ai fait une vidéo aussi sur le sujet pour t'aider. Optimise ton profil, donc l'idée c'est de communiquer ce que tu peux apporter sur ton profil LinkedIn par exemple, mais ça peut être Instagram, c'est pareil pour tous les réseaux. Et ensuite, engage la conversation avec des prospects. Intéresse-toi à tes prospects, identifie s'ils ont le problème que tu règles. Ne les spamme pas, tu vois, ne balance pas des liens ou ne leur dis pas juste je peux vous aider, est-ce que ça vous intéresse qu'on s'appelle. Il faut vraiment que tu t'intéresses à eux d'abord. Propose un appel téléphonique uniquement si c'est pertinent.
Et l'idée ensuite, c'est de vendre simplement tes services par téléphone. Si tu n'as pas de portfolio, c'est là que tu peux proposer une prestation gratuite en échange. Tu vois, je te rappelle ce que je te disais par rapport au portfolio, il en faut un. Maintenant, si au début tu proposes tes services gratuitement en échange d'un témoignage, c'est par téléphone que tu expliques. Tu peux même, tu peux même le dire en réalité par écrit, être tout à fait transparent sur le fait que tu ne demandes pas d'argent en échange pour pouvoir débloquer un petit peu le compteur. Mais engage la conversation. J'ai fait plein de vidéos sur la prospection sur ma chaîne. Il y en a plein. Donc je t'invite à regarder ça. Et pour t'aider, sur LinkedIn notamment, j'ai créé un logiciel qui s'appelle Yann, qui te permet de générer en un clic les meilleurs messages de prospection possibles. Tu as le lien en description, tu peux cliquer et essayer l'outil pendant plusieurs jours, gratuitement, pendant 7 jours. Donc tu peux essayer ça et tu verras, ça te fait gagner énormément de temps. Et si tu n'es pas à l'aise avec la prospection, si tu ne sais pas quoi dire à tes prospects et tout, ça va vraiment énormément t'aider. Donc tu contactes des prospects, donc ça fait partie des tâches qu'il faut faire régulièrement pour trouver des clients. Et un peu plus moyen terme, long terme, l'idéal c'est de créer du contenu. C'est essentiel sur le long terme pour gagner en visibilité, pour vraiment créer une marque personnelle qui va te permettre de durer, d'attirer des clients, etc. Identifie aussi le meilleur canal, le canal en fait, le réseau social où tes prospects passent le plus de temps. Ça peut être LinkedIn encore une fois. Et élabore d'abord une stratégie. Il te faut des posts pour avoir de la visibilité et des posts pour démontrer ton expertise, si je simplifie au maximum. Donc il faut les deux. Créer un calendrier éditorial, c'est bien de poster par exemple sur LinkedIn 3 fois par semaine, ça peut être le mardi, mercredi, jeudi, c'est un exemple, mais fixe-toi un calendrier et ensuite tu crées ton planning de création et de publication. Mais tu vois, là, tu as absolument toute la stratégie pour pouvoir créer du contenu. J'ai simplifié évidemment et je fais des vidéos régulièrement sur tous ces sujets de façon plus approfondie, mais là, tu as vraiment toutes les étapes, les 7 étapes pour pouvoir te lancer en freelance en toute sérénité, avec succès. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si tu veux aller plus loin sur ce genre de sujet, je t'invite vraiment à rejoindre mes emails secrets. Je te rappelle que tu as le lien d'inscription en description. Il y a plus de 15 000 personnes qui sont déjà inscrites à l'heure actuelle. Je crois même 17 000, j'ai arrêté de compter. Et mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Je creuse tout ce qui est prospection, création de contenu, comment trouver des clients, etc. Ça va te plaire. Mets un petit pouce sous la vidéo pour donner de la force. C'est comme ça que fonctionne l'algorithme de YouTube. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite.